Bon, bah du coup, on se retrouve pour un petit entretien avec le patron de Mageia, 2 administrateurs de MLO, pour un petit entretien de 15-20 minutes. L'idée de cet entretien, c'est de faire le tour de Mageia et de son univers avec MLO, et d'avoir une vision sur l'avenir de cette distribution Mageia. On va commencer par faire le tour de table avec une petite présentation. Si vous pouvez vous présenter en 20-30 secondes, ça serait parfait. Néo, tu commences ? Alors Nicolas, autour de Mageia, donc depuis le temps de Mandrake, donc ça fait une bonne bien plus de 15 ans là maintenant. À la base packager pour KDE, puis Java, un peu de l'équipe sysadmin, et puis bah maintenant au président de l'association Mageia.org. Voilà pour moi. Merci beaucoup Nicolas. Captain Bios. Oui, donc Captain Bios, en fait, mon pseudo connu, c'est plutôt Wouf sur MLO. Donc je suis un utilisateur de Mandrake, puis Mandriva, et donc maintenant Mageia depuis de nombreuses années. Voilà, je suis avant tout un utilisateur, mais qui petit à petit a joué un rôle sur MLO principalement, et a repris le rôle d'administrateur de MLO, puisque des anciens l'avaient fondé. Enfin, je raconterai l'histoire un petit peu plus tard, et donc ils ont arrêté ce support, et donc aujourd'hui j'interviens en titre d'administrateur de ce forum. Parfait, merci beaucoup. Et Gibbs ? Alors oui, c'est Gibbs. J'étais utilisateur de Mandrake quand j'avais genre peut-être 9 ans, en 99. Et j'ai été souvent infidèle à Mandrake et Mageia. Puis je me suis retrouvé là-dessus il y a 3-4 ans. Puis je me suis dit, bon, est-ce que ça bouge encore ? Oui, ça bouge. Bon, j'installe, et je suis devenu encore plus fidèle. J'ai proposé beaucoup de choses, j'étais surtout actif au niveau d'IRC. Puis à force d'entendre parler du forum MLO, je me suis inscrit dessus. J'ai débusqué pas mal de spam, et ensuite je commence à gérer un petit peu l'administration, comme vous me forme un peu. Et voilà où j'en suis. Pour Mageia.org, je commence un apprentissage pour faire les paquets, et voilà où j'en suis plus ou moins. Ok, parfait. Bah du coup c'est marrant parce qu'on a à peu près le même historique, Gibbs. Moi à mes 10 ans c'est pareil, j'ai reçu mon premier PC avec une Mandrake d'installer, et depuis j'avais un peu bougé de distribution en distribution, même revenu à Windows un moment de temps, et moi ça fait 2 ans que je suis revenu avec la Mageia 7 sous Mageia, et ça a été un vrai coup de cœur. Donc on passe aux premières questions. Donc la première question c'est pour toi Néo. Est-ce que tu peux nous présenter, donc à tout le monde, à tous ceux qui vont regarder cette vidéo, finalement c'est quoi le projet Mageia ? Quelles sont les grandes lignes de cette distribution ? Alors le but de Mageia, c'est de fournir une distribution utilisable entre autres pour le grand public, mais comme on dit out of the box, quoi. C'est-à-dire qu'on installe et c'est directement utilisable et stable et robuste. Tu peux nous en dire un peu plus sur son histoire ? Alors l'histoire. Donc déjà, on va commencer par remercier déjà toutes les personnes, les fondateurs de Mageia, sans qui on serait pas là aujourd'hui. C'est-à-dire, c'était des anciens contributeurs ou employés de chez Mandriva, qui avec il y a eu un petit conflit avec Mandriva, et donc ont décidé de créer Mageia. Ok. Et du coup, finalement, c'est quoi les valeurs de Mageia là aujourd'hui ? Donc faire une distribution out of the box, mais c'est quoi ces valeurs profondes ? Il y a déjà ça, il y a promouvoir le libre aussi. C'est quand même dans notre ADN. Et travailler ensemble, parce que c'est vrai on passe quand même pas mal d'heures à travailler tous ensemble autour du même projet, et ça tisse des liens un petit peu entre nous. Bah c'est sûr, j'imagine. Et il y a aussi le fait d'être indépendant aussi. C'est vrai qu'on est notre distribution, on n'est pas
on dépend de personnes pour faire notre distribution. On dépend des projets autres, tels que GNOME, KDE, etc. Mais on est maître de notre distribution. D'accord. Et finalement, Captain BIOS, Jibs, pourquoi vous avez rejoint Magia et pas Ubuntu ou Debian? Alors déjà, moi, c'est juste pour le passé. À l'époque de Mandriva, pour ma part, j'ai été modérateur de la section gaming du salon du forum Mandriva. Et donc petit à petit, j'avais été reconnu parce que m'amusais bien à faire tourner Steam et puis quelques jeux vidéo. Alors à l'époque, Steam ne fonctionnait pas sous Linux, mais via Wine. Donc j'avais voilà, je trouvais intéressant de travailler avec Mandriva en général, et donc comme ça, je connaissais un petit peu la communauté d'utilisateurs. Et pourquoi je suis parti sur Mandriva? Ben, c'est simplement que la distribution avant Ubuntu, Ubuntu n'existait pas, il se trouve que cette distribution était relativement simple à installer. Et pour moi, Mandriva, c'était l'une des meilleures communautés francophones qui existaient à l'époque. Il y avait d'autres distributions, avec Debian, etc. Mais il y avait quand même quelque chose de particulier avec Mandriva. Et c'est vrai que moi, j'aimais ce principe d'avoir une distribution de très bonne qualité, facile à utiliser, avec une ergonomie agréable. Enfin, pour moi, Mandriva à l'époque, c'était vraiment le must. Je pense que c'était vraiment idéal. Ce que je voulais ajouter, c'est que il y a eu effectivement la création de Magia, mais entre-temps, il y a eu la création d'une association qui s'appelait AUFML. C'était un début d'émancipation par rapport à la société Mandriva, quand on avait connu quelques difficultés. On voyait qu'il y avait des difficultés et que Mandriva n'écoutait pas toujours ses utilisateurs. Et on avait voulu essayer aussi de jouer un rôle plus important, nous utilisateurs, parce que c'était fait par une société, et de développer l'avantage d'esprit communautaire. Et il se trouve que cette association qui avait été créée, peu de temps après, la société a fait faillite, et donc il n'y avait plus personne pour reprendre le projet, et les fondations de cette association ont permis, à travers pas mal de monde, de créer Magia. Donc on a pu s'appuyer sur cette structure juridique qui avait été montée à l'époque pour bâtir Magia et lancer le projet. Et donc voilà, il y a un groupe de fondateurs qui a décidé de pérenniser ce projet et de poursuivre l'aventure. Et je rejoins ce qu'a dit Neoclus sur le fait que ce qui s'est passé, un espèce de déclic dans la mentalité des utilisateurs, c'était de passer d'un monde où c'était une société qui fabriquait une distribution avec des gens qui contribuaient mais qui se sentaient pas toujours reconnus ou qui voulaient rentrer davantage dans les choix de la distribution, vers un monde où finalement ce sont les utilisateurs, les développeurs qui ont bâti leur propre distribution de manière totalement indépendante. Ok, merci pour la précision, Wouf. Jibs, et toi? C'est que du hasard. Alors après cette super description par Wouf, moi je n'ai pas autant de choses à dire. J'avais 9 ans quand j'ai connu Mandriva, et je suis revenu avec Magia, on va dire après l'adolescence, où je commençais à explorer le monde du libre, et sur IRC je squattais les canaux. C'est de là dont c'est venu. Ensuite je n'ai pas une aussi grande histoire. Enfin, je peux pas romancer une plus grande histoire que ce que vient de faire vous. Pas de souci. Néo, je reviens sur toi. De manière générale, finalement, aujourd'hui, selon toi, pourquoi on choisirait Linux plutôt que Windows ou macOS? Alors, une des raisons pour moi, c'est le côté libre, qui pour moi est primordial. Il y a le côté aussi maintenant simple d'utilisation, parce que c'est vrai qu'à une époque, il était assez compliqué pour un néophyte d'utiliser Linux, parce que c'était assez compliqué. Il y avait des pilotes qui marchaient pas, tout le bazar, mais depuis plusieurs années maintenant, c'est de moins en moins le cas. On peut l'utiliser hyper facilement. Donc, ça fait partie des raisons pour lesquelles on peut l'utiliser maintenant. D'accord, donc si je répète, pourquoi choisir Linux? C'est vraiment pour cet esprit de liberté. Moi, je vais aussi ajouter pour l'esprit de convivialité aussi. On retrouve pas beaucoup de communautés finalement de Windows, et là, on a une vraie communauté Linux. C'est hyper intéressant. J'avais une autre question par rapport à ce que disait vous aussi tout à l'heure. Finalement,
on a eu Mandrake, Mandriva, et vous avez continué sur la magie. Mais vraiment, pourquoi avoir choisi Mageia comme nom? Alors, c'était assez compliqué parce qu'il fallait trouver un nom qui soit dans ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire garder un petit clin d'œil avec Mandrake, parce que il y avait l'histoire de Mandrake au début avec le petit magicien. Ça avait causé des soucis. C'est d'ailleurs pour ça que la distribution avait changé le nom en Mandriva. C'est qu'il y avait eu un procès avec ceux qui avaient fait justement le petit bonhomme de Mandrake à l'époque. Okay. Donc il y avait un petit clin d'œil avec la magie, et il fallait aussi trouver un nom qui soit prononçable dans les différentes langues, et sans qu'il y ait comment dire, un sens caché dans certaines langues qui puisse être mal pris, etc. Donc c'est ça. Premièrement, ça n'avait pas été quelque chose de très évident, mais c'est pour ça que ça a été pris Mageia en fait. Ok. Donc ça c'est marrant. Et du coup, tu parles des autres langues, Néo. Finalement, la distribution Mageia, moi je l'entends plutôt beaucoup parler en France. Hein. Et finalement, à l'international, Mageia, ça donne quoi? Alors c'est quelque chose, je ne saurais pas trop dire parce qu'on n'a pas de retour spécifique sur tel ou tel pays, mais quand on voit notre base d'utilisateurs, on voit qu'on a vraiment des utilisateurs dans tout le monde. Hein. Il n'y a pas de. C'est vrai qu'on est quand même, on a un socle solide en France, mais on a une grosse communauté internationale. D'accord, ok. Et ça se voit aussi au niveau des contributeurs. On a des contributeurs du monde entier. Ouais, et puis en plus, ce qui s'était passé, c'est que Mandriva avait un siège un peu partout dans le monde, et notamment au Brésil. Ouais. Donc c'est pour ça que Mageia a profité de l'aura de Mandriva un petit peu dans le monde entier. Et donc c'est pour ça qu'on a aussi bien des utilisateurs en Russie, en Chine, comme aux États-Unis, en Amérique du Sud, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un ADN un peu franchouillard. Hein. Alors ça, c'est parce que c'est la société Mandriva étant française à l'origine. On a quand même gardé une bonne base de francophones. Voilà. Ok, parfait. Alors juste pour rajouter du coup, c'est vrai, comme disiez-vous, on avait quand on a changé de nom, on avait pris Mandriva parce qu'on avait aussi pris la distribution collective avec nous, qui était brésilienne. Et donc ça a été aussi dans le nom parce qu'effectivement on avait une bonne base au Brésil avec la distribution collective. D'accord, ok. Donc il y a eu une fusion de distribution, c'est ça que je comprends? J'étais pas au courant de ça. Oui, c'est au niveau des entreprises. D'accord. Il y avait les deux entreprises qui avaient fusionné à l'époque, et donc du coup on travaillait avec nos amis brésiliens. C'était plutôt intéressant d'ailleurs. Ouais, donc ok, donc Mageia est une grosse histoire derrière elle. On va se recentrer un peu vers MLO. Est-ce que soit vous, soit Gibbs, vous pouvez nous faire la présentation d'MLO avec idem comme pour Mageia, ses valeurs et son histoire? Alors MLO au départ c'est un groupe de copains en fait et de gens qui se sont connus un petit peu au hasard. Hein, Moi je sais que j'ai rencontré les fondateurs de MLO à travers des visites au siège de Mandriva notamment, et lors de salons utilisateurs, notamment le salon Solutions Linux à Paris, et notamment aussi à Bordeaux, hein, le salon des logiciels libres. Et donc il y avait quelques fondateurs, notamment, alors je vais donner quelques noms hein, pour leur rendre hommage. Jeannot, Zolite, fondateur hein, de la solution, David, X Commodore qui est toujours parmi nous mais qu'on ne voit pas, qui s'occupe du serveur MLO en termes d'administration, David, Yopman, Adrien D qui était un membre du administrateur du forum qui nous a quittés mais avec qui on a toujours de bons rapports. Et en fait ce groupe quelque part c'était un forum dissident au forum officiel de Mandriva. Et ce qui s'est passé, c'est que avec la fin de Mandriva, il y avait beaucoup de gens avant. Entre la fin de Mandriva et l'arrivée de Mageia, beaucoup de gens ont migré
sur le forum de MLO pour continuer à échanger et à réfléchir au futur de la distribution, sachant quand même que l'esprit de MLO c'était une forte base d'utilisateurs de Mandriva et puis de Mageia, mais il y avait quand même dans l'esprit à l'époque, ce qui est toujours un peu le cas quand même sur MLO, peut-être un peu moins, mais une ouverture vers les autres distributions. Donc un forum qui a été monté de manière totalement indépendante de la société, et enfin l'esprit aussi de pouvoir échanger, et surtout dans le respect et la bonne humeur. C'est très important pour nous, c'est-à-dire que l'objectif c'était une bande de copains, c'était pas se prendre la tête, et c'était créer une bonne ambiance sur un forum de manière générale. Voilà, et donc ça s'est transformé petit à petit ça a été reconnu par Mageia d'ailleurs, comme le forum officiel francophone, puisque de fait il y avait un forum sur Mageia, mais la base d'utilisateurs était sur MLO. Ok. Et finalement, si je compare par rapport à, je veux pas dire vos concurrents, mais c'est un peu ça quand même. En ce moment, moi, je fais des tests de plusieurs distributions et pas que de Mageia. Et du coup, j'ai été un peu sur le forum de Garuda Linux, de Solus, de Debian aussi. Et finalement, pour vous, c'est quoi votre plus-value d'avoir un forum MLO comme il est construit aujourd'hui ? Alors pour le forum MLO, je fréquente très peu les autres forums, mais il s'entend dire que l'ambiance est plutôt bonne. Comment dire, il y a aussi apparemment plus de patience, même pour des personnes qui sont moins aptes à maîtriser les lignes de commande, par exemple. Ça me rappelle une histoire, il s'est passé il y a environ 1 an. Quelqu'un utilisant Kubuntu est venu en disant bonjour, voilà, j'ai fait un sujet sur Ubuntu, sur le forum d'Ubuntu, mais voilà, c'est resté en suspens, j'ai pas eu de réponse, et on m'a dit du bien de votre forum, alors je viens tester. Et on a réussi au fil d'une longue discussion à la débloquer, à la dépanner, elle qui était sur Ubuntu. C'est vrai, comme l'a dit vous ici, MLO, et a été reconnu officiellement par Mageia comme le forum francophone de Mageia. On est majoritairement des utilisateurs de Mageia, mais on est quand même ouvert à d'autres distributions aussi, et car de toutes les manières, les bugs sont plus ou moins les mêmes sur une distribution ou une autre. Voilà. Et pour t'as évoqué un point important, JBZ, c'est que historiquement MLO avait la volonté, il a toujours cette volonté, mais c'était vraiment marqué à une certaine époque, d'offrir des tutoriels, ou des documentations mais destinées vraiment à des utilisateurs qui n'étaient pas des utilisateurs avancés. Donc il y avait c'était très ouvert, et il y avait effectivement cette patience vis-à-vis de novices. Bon, petit à petit avec le temps, on adresse aussi bien les utilisateurs, je dirais exigeants, très compétents, on s'adresse à tout le monde. Ça a un petit peu évolué avec le temps, avec le changement des admins et aussi l'évolution, tout simplement, et le temps. Mais ça reste quand même dans l'ADN de rendre service. Et puis voilà, il y a pas d'intérêt économique derrière. C'est bâti vraiment sur du temps personnel. Il n'y a pas de pub sur MLO, on demande pas de dons pour l'instant. Je sais que tu poseras la question un petit peu plus tard, mais aujourd'hui c'est plus un plaisir, un lieu de rencontre, et voilà, chacun s'y retrouve. Et c'est vrai que les choses évoluent avec le temps, les modérateurs évoluent, donc les choses ne sont plus tout à fait les mêmes, mais il y a quand même cet ADN qui est resté. Et ça reste très important pour nous que ça se fasse toujours dans une bonne ambiance. Et surtout avec bienveillance. Moi, je peux témoigner de votre patience. Il y a des fois, je me demande comment vous faites pour ne pas envoyer chier certains. Je vous le dis clairement, je salue votre patience. Vous êtes... Mais j'envoie chier des gens, moi. Je le fais. Parfois, je dis non, mais attends. Ça fait 5 fois qu'il ouvre un sujet avec le même titre qui n'a rien à voir avec son sujet. J'augmente Je ne lis même plus les sujets. Je fais non, écoute, c'est résolu. Il y en a déjà 4 autres des résolus avec le même sujet. Donc j'augmente les seuils d'avertissement, et au centième, à 100%, c'est banni.
Non, mais je vous le dis par rapport à moi, parce que j'ai eu quelques soucis, qui n'étaient pas forcément liés à Mageia, mais je les avais aussi sur Mageia, et vous m'avez dépanné. Et vous avez fait preuve d'une grande patience, parce que la ligne de code, c'est pas non plus ma grande force. Justement, Alors là, justement, pour dépanner, j'aimerais aussi souligner le travail d'un membre qu'on ne connaît pas vraiment, hein, c'est Nick80. Bravo, bon boulot, il est toujours présent, on sait pas, il a toujours la réponse, bien souvent, c'est magique. Oui, et puis les autres aussi, parce qu'il y a des bases utilisateurs qui sont là depuis de nombreuses années. Alors tout le monde n'est pas super pointu, mais globalement, tout le monde s'entraide et il y a vraiment, il y a des gens qui sont patients et c'est vrai que Nick80 qui est arrivé fait un travail de dingue sur le forum. Mais il y en a plein d'autres. Hein. Enfin voilà, ça se fait dans un super esprit et c'est vrai. Alors par contre, c'est vrai. Moi, j'ai vu l'évolution, hein, parce que ça fait pas mal de temps que je suis admin et j'ai vu passer. Il y a eu quand même des évolutions. Ça a été compliqué quand même, hein, en termes de modération. On a eu quand même des gens qui sont venus nuire au forum, hein, pendant une certaine période. Et on n'avait pas ça il y a 10-15 ans. Moi, je sais pas ce qu'en pense Neoclus, mais c'était pas à ce point-là. Et c'est vrai on est très vigilant quand même en termes de modération. Je crois que JBZ, tu peux le dire, on est obligé d'éliminer des intrus entre guillemets de manière très régulière, quasiment toutes les semaines, hein, qui sont des gens qui se souviennent pas pour parler Linux, mais pour polluer le forum. Hein. Alors, au niveau de la pollution du forum, il y a environ 1 à 2 nouveaux comptes sur 5 qui sont là pour spammer. Ensuite, de manière régulière, il y a 2 à 3 fois par an un utilisateur qui vient pour bâcher, qui vient faire carrément du Mageia bashing en disant oui, il y a ça qui va pas, ça a été dénoncé depuis tant de temps, ça n'évolue pas. Mais je pense qu'il n'a pas compris le principe du fait que Mageia n'est pas une société commerciale, elle n'a pas il y a quelque chose qu'il n'a pas compris et il vient se plaindre sans cesse en se sentant client roi, alors que il n'y a pas de client à Mageia, on est tous contributeurs et si on comment dire. Bon, je vais me permettre de vous couper. Ne lui donnons pas d'importance parce que à la limite, moi je m'en fiche. Sur le forum, je le vois pas ce gars-là, donc ça veut dire que le travail de modération est bien fait et profitons du temps qu'on a ensemble pour parler positivement de Mageia si vous le voulez bien. Pas de souci. Tu remarqueras d'ici 1 an, il reviendra. C'est pas grave. Eh ben, vous l'éliminerez comme vous faites d'habitude. Je compte sur vous, en tout cas. Du coup, revenons à nos moutons. Avec MLO, je suis débutant, donc vraiment un débutant sous Linux. On va dire que j'ai quand même réussi à installer Mageia, parce que heureusement elle est simple à installer, ou alors on me l'a installé, hein. Et du coup j'ai un problème, ou alors j'ai quelques questions sur l'utilisation. Finalement, comment je fais sur MLO là pour me débrouiller? Eh bien, tu ouvres un sujet et tu essayes d'expliquer le plus simplement possible et le plus précis possible aussi. Parfois, ça peut aider. Comment tu en es arrivé à ce problème? Et bien souvent, les âmes charitables, il y en a plein qui viendront essayer de creuser un peu le problème pour savoir où il est et viendra majoritairement, dans la plupart des situations, donner une solution. Donc en fait, n'importe qui peut s'inscrire sur le site d'MLO, quoi. Il y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, il n'y a même pas de captcha. Spécial. Il n'y a pas de prérequis. Il n'y a pas de prérequis particulier. Bon, par contre, il est toujours bienvenu de se présenter en arrivant sur le forum. Hein. Il y a une section spécialisée pour ça. Voilà. Même si on n'a pas grand-chose à raconter, de faire un petit bonjour et nous avons l'habitude d'accueillir les gens. Voilà. Et comme tu dis, JBZ, voilà, ils posent ensuite leurs questions. Il y a des sections en fonction de la question, section matérielle, logiciel, enfin voilà, etc. Ce qui peut être intéressant quand même, petite précision, comme on ne sait pas
les circonstances, faut jamais oublier de préciser un petit peu, soit dans sa signature ou soit au niveau du sujet, un petit peu la description de son matériel, quand c'est possible. Si on ne sait pas, on précise et on donnera les petits outils pour remonter les informations à travers quelques lignes de commande. Ok, merci beaucoup. On va retourner sur la distribution Mageia, Néo. Finalement, si je regarde les distributions Linux, il y en a un paquet. Il y a presque plus, enfin, à ma connaissance, il y a au moins 200 distributions Linux différentes. Finalement, qu'est-ce qui vous différencie d'une Fedora, d'une Debian, d'une Ubuntu? Alors, d'une Fedora, on n'a pas le même objectif, dans un sens que Fedora, c'est plus tout ce qui est R&D, c'est ce qui servira plus sur les Red Hat, etc. après. C'est plus vraiment du développement. Nous, notre but, c'est vraiment de faire une distribution utilisable pour l'utilisateur, et on essaye d'avancer, mais on n'a pas les moyens de faire comme Fedora avec le Packwire déjà disponible, etc. Où ça prend un petit peu plus de temps. Comparé à Debian, etc., c'est pas le même écosystème. Sachant que nous, c'est des RPM et Debian, c'est des devs. Et puis, on a notre personnalité qui fait qu'on a nos outils, on a toute notre écosystème aussi à nous à l'intérieur. Ok, merci. Gibbs, vous voulez préciser autre chose ou je continue? Oui, non, moi je peux continuer. Pour moi, Mageia par rapport à Debian, enfin non, pas par rapport à Debian, mais par rapport à Fedora ou Ubuntu, c'est qu'on a quand même une indépendance au niveau de l'association. Nous sommes pas nous sommes pas sous une entreprise qui vient nous imposer leur choix, comme Unity pour Canonical, ou je ne pourrais pas parler pour Fedora car je n'ai jamais essayé. Ensuite, j'entends dire que c'est plutôt une alpha de la Red Hat et plutôt une bêta car ça a l'air bien stable. Mais voilà, Mageia, on fait du développement en interne, mais on le fait sur des besoins plutôt de nos utilisateurs. On ne sera pas vraiment dans la forte innovation comme pourrait se permettre Red Hat avec ses network managers que développe Red Hat. Je sais pas, je dis peut-être une bêtise. Voilà. Et aussi il y a donc ce côté philosophie où c'est cette indépendance de société, c'est cette ouverture sur les autres distributions aussi et sur la culture du libre. Ok. Moi déjà je rajouterais par rapport à Fedora qui est c'est des sœurs jumelles pour moi. Fedora et Mageia a une longue histoire avec le RPM, les origines sont communes, mais Fedora effectivement est dans une recherche de l'innovation, c'est-à-dire que pour Red Hat, Fedora est un laboratoire pour très vite amener des nouveautés, donc il y a un risque un peu plus important sur Fedora par rapport à cette nouveauté, je dirais que Mageia en fait quelque part est en train, petit à petit, c'est débianisé, mais en version RPM. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que il n'est pas tout à fait au même niveau de Debian, je dirais. Dans la philosophie, on est de plus en plus, mais il y a quand même une volonté d'avoir une pile logicielle qui est quand même ni trop récente ni trop ancienne. Donc c'est un usage qui nous permet, nous utilisateurs, d'avoir un environnement stabilisé, mais qui reste quand même relativement récent. On a une distribution qui s'adresse aussi bien sur qui n'est pas forcément très bien utilisée, qui n'est pas forcément reconnue par les sociétés qui font des hébergeurs ou des sociétés qui font du cloud. Aujourd'hui, vous allez être un peu, je sais pas s'il existe des cas d'ailleurs, de fournisseurs qui délivrent du Mageia. Donc, culturellement, c'est pas forcément orienté très très serveur. Néanmoins, même si elle est très orientée poste de travail, Mageia était pas mal utilisé dans le monde des entreprises et de l'éducation, dans le service
public. Donc même si on n'a pas cette solution, cette distribution, même si cette distribution n'est pas très orientée serveur, elle a quand même des composantes, un ADN serveur qui est quand même présent, qui resterait à mon avis à développer parce qu'il y a des choses intéressantes et il y a des outils. Par rapport à Ubuntu, Ubuntu, ça reste quand même une distribution déjà qui est quand même très fortement appuyée par Canonical, hein, donc pour moi c'est pas comparable déjà en termes de moyens, hein. Enfin voilà, Mageia en termes de moyens, on n'a pas des moyens démesurés, et je dirais qu'on n'a pas si je prends Red Hat avec Fedora, je pense qu'on va avoir beaucoup de développeurs de Red Hat qui vont travailler pour Fedora, donc financés par Red Hat. Je pense que côté Debian, on va avoir aussi beaucoup de développeurs financés à travers de grandes entreprises qui utilisent massivement Debian, notamment je pense à Google, etc. Côté Mageia, c'est vrai qu'on n'a pas tout à fait voilà, on est plus petit. Voilà, enfin pour moi c'est une distribution un peu particulière, voilà. On peut pas. On la compare pas facilement. Voilà, moi je pense qu'on est en train de se débianiser petit à petit, mais à une échelle plus petite, mais en version RPM avec des choses à développer. Ok. Merci. Alors, Hop là, c'est vrai que du temps de Mandriva, on avait, parce que je travaillais chez Mandriva à l'époque, on avait comme objectif à l'époque, avant que ça ferme, de prendre Mageia comme base pour la partie serveur chez nous. D'accord. Parce que c'est une solution qui, même si elle n'est pas poussée pour la partie serveur, a les compétences pour. Et c'est vrai que pour notre distribution à l'époque, la distribution serveur qu'on fournissait avec Pulse dessus, on voulait prendre Mageia comme socle. Alors pour parler de serveur, je n'en ai pas beaucoup. J'ai un nano ordinateur dans la nanoboard, un ordinateur monocarte dans la cave, et j'ai Mageia dessus sur ARM et ça marche bien, mais en tant que petit serveur pour moi-même. Ok. Rentrons un peu dans le détail. Moi, j'ai l'habitude du coup de personnaliser clairement mes interfaces, donc que ce soit KDE, Mate, XFCE, Cinnamon. Vous l'avez peut-être vu sur certaines de mes vidéos. Mais il y a un truc qu'on voit clairement, c'est que vous mettez en avant le bureau KDE. Pourquoi vous faites ce choix-là, Néo? Alors, mettre en avant le bureau, alors Plasma, c'est surtout, je pense, enfin déjà historique. C'est parce que on a du temps de Mandriva, on avait Plasma, enfin KDE à l'époque, qui était en avant. Mais par contre, maintenant, enfin, on fournit des versions GNOME. On a XFCE, on a plusieurs bureaux qui sont bien maintenus parce qu'ils ont ils ont des mainteneurs attitrés. Donc on met Plasma en avant, c'est vrai, mais on met aussi GNOME en avant aussi. Et que ça soit donc comme je disais Plasma, GNOME, XFCE, Cinnamon, etc. On a vraiment des mainteneurs. Que ça soit Mate, c'est pareil, on a un mainteneur pour Mate. Non, on a vraiment on met Plasma en avant, mais les autres sont bien maintenus et sont autant utilisables que les uns que les autres. Excuse-moi, mais il me semblait que Mandrake était basé sur un fork de Red Hat avec justement cet ajout de Plasma. En fait, de KDE à l'époque. Est-ce que ce n'est pas un peu historique et le cœur, enfin l'ADN du début de la lignée Mageia? Tout à fait. À l'époque, Mandrake c'était comme tu dis un fork de Red Hat pour avoir KDE par défaut. Et donc on met toujours Plasma maintenant parce que ça a changé de nom entre-temps en avant aussi, comme tu dis, pour un côté historique, mais ça n'empêche pas que les autres bureaux sont bien maintenus et quand on fait des lives, on fait des ISO live, on a l'ISO GNOME qui est faite.
Bon, je vais aller jusqu'au bout de ma pensée. J'ai vu plusieurs fois sur des forums, y compris sur MLO d'ailleurs, l'imaginaire que si vous arrêtiez GNOME, XFCE, Mate, Cinnamon, et que vous mettiez tous ces mainteneurs au profit de KDE, vous auriez un KDE d'enfer, quoi. Qu'est-ce que vous en dites de ça? Bah non, parce que c'est pas parce que nous on arrête GNOME par exemple que le mainteneur GNOME va venir sur KDE. Mais KDE d'enfer, il y a quelle autre distribution qui a un KDE d'enfer, hein? Moi, je suis juste le porte-parole de ce que j'ai vu sur certains forums. Non, mais par contre, là où c'est faux, c'est dans le sens que c'est pas parce qu'on arrête un composant que les développeurs, que les mainteneurs de ce composant vont se déporter sur l'autre. Ça, c'est... Par exemple, moi, si j'étais sur une distribution et on n'arrête pas Plasma, je vais pas me mettre forcément à contribuer à un autre, etc. Non, je pense que... Et c'est bien aussi d'avoir cette diversité. Je suis d'accord, mais en fait c'est dans l'esprit. Par exemple, si je prends un exemple vraiment direct, si je prends Cinnamon et que je l'installe sur ma Mageia aujourd'hui, le Cinnamon, finalement, on a l'installation d'un paquet Cinnamon, mais pur et sans aucun artifice, et on a presque même plus l'impression d'avoir une distribution Mageia en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et il manque cet aspect polish et personnalisable. C'est parce que, en fait, je pense qu'on oublie. C'est le fruit d'une histoire. Enfin, effectivement, il y avait du polish KDE sur Mandriva, et en fait, on en a hérité. Et d'ailleurs, Neoclust, voilà, c'est lui principalement qui maintient le bureau Plasma, et donc il a conservé cet historique. Et c'est vrai qu'il y a une touche particulière de la manière dont Mageia met en avant Plasma. On ne retrouve pas. Alors moi, avec Kubuntu ou que ça soit avec SUSE, ils ont chacun leur ADN. Mais par exemple, moi, le Plasma de Fedora, je le trouve extrêmement fade. Il est autant Fedora vis-à-vis de GNOME, c'est le top, autant vis-à-vis de Plasma, c'est voilà. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de particulier. Maintenant, c'est très compliqué parce que je te rejoins, Neoclust. Tu dis c'est un petit peu les contributeurs quelque part qui font, qui ont envie de faire quelque chose, qui développent le bureau et qui le portent entre guillemets. Et le fait de de toute façon, pour moi, il y a des bureaux indispensables, qui sont obligatoirement nécessaires. Parce qu'on va retrouver des logiciels qui vont s'appuyer sur GTK, donc de toute façon on va prendre Plasma et GNOME. C'est clair que pour moi ce sont les deux bureaux qu'il faut de toute façon de manière il faut les packager, parce qu'avec GTK vu les applications qu'on va avoir, ou même Plasma, les applications beaucoup s'appuient sur la de ces deux bureaux. Après c'est vrai que c'est plus discutable pour des bureaux un peu moins connus. Aujourd'hui je crois qu'on a c'est E17 ou E7, je sais plus comment il s'appelle, Enlightenment, qui à mon avis a une base d'utilisateurs qui est très réduite mais qui est toujours packagée. Et puis après c'est vrai que Linux, moi personnellement je trouve que ça c'est bien l'expérience, mais c'est vrai qu'il y a trop de bureaux. Voilà, faut être clair. Voilà, après c'est compliqué, mais je pense pas que retirer un bureau nous permettra, comme le dit Neoclust, d'avoir un meilleur Plasma. Voilà. Et je pense qu'on a le fruit des bouts de code. Je sais pas comment ça marche, Neoclust, mais tu vas avoir des bouts de patch, etc., des choses que tu réutilises de ce que tu avais fait avant, notamment sur KDE ou Plasma, et que quelque part c'est pour ça qu'on a ce rendu de bureau sur Mageia et qu'on l'a peut-être pas ailleurs. Alors je vais juste ajouter pour Plasma qu'on a David qui fait un boulot extraordinaire aussi. Il est venu m'aider, et maintenant il fait un boulot énorme. C'est vrai que c'est lui maintenant j'ai vachement délégué sur lui, je dois avouer. Et il fait énormément pour Plasma maintenant chez Mageia. Et concernant les environnements graphiques, c'est vrai qu'on avait à une époque on avait mis le veto sur Trinity. Parce qu'il y avait Trinity il y en a qui voulaient packager Trinity chez Mageia, et on avait mis le veto parce que c'était le fork de KDE et que ça demandait un fork de Qt, etc. Donc là par exemple on avait dit non.
Donc ça nous arrive aussi de dire non des fois. Enfin, hop là, vas-y, ouf. J'aimerais juste ajouter une chose. Qu'est-ce qu'on va dire à ces mainteneurs qui sont bénévoles, volontaires? Je ne connais pas la nuance entre les deux, mais les gens, ils viennent pour faire une chose. Et ils sont pas là pour ajouter X ou Y. Non, ils viennent là pour ajouter leur pierre. Leur pierre, c'est par exemple XFCE. D'accord. Qu'est-ce qu'on va leur dire? On va leur dire non, mais arrête là, pars ou fais du KDE. Non, on peut pas leur dire ça. Les gens, ils viennent là en tant que volontaires et bénévoles. Ils ajoutent un bureau, ok, on accepte. Mais de là à dire, bah écoute, on arrête ton bureau parce que y a des personnes qui critiquent qu'on devrait plus le faire. Un, ça n'a pas de sens. Deux, ça ne se fait pas. Et très bien avec cette multiplicité des bureaux. Et du coup, et puis on a des utilisateurs qui utilisent ces bureaux aujourd'hui. Oui, sinon ils seraient pas impactés. Donc, et si pour aussi répondre du coup à ces gens qui critiquent, on critique aussi le fait que Cinnamon, Maté ont peut-être un peu moins d'implication que KDE. Est-ce que finalement on peut pas faire un appel au volontariat pour aider ces contributeurs qui contribuent à l'arrivée d'un Cinnamon pour ajouter un nouveau thème, par exemple? Est-ce que moi je peux le faire, par exemple, moi qui adore, par exemple, je vous fais des vidéos Magia 8 par exemple sur Cinnamon que j'ai transformé. Si j'ai des bonnes idées et que j'ai un thème qui correspond à vos valeurs Magia avec votre vision, est-ce que je peux vous le proposer? Bien sûr. Et il faut que ce thème ne soit pas dans le dossier utilisateur. Il faut que ce thème soit porté au niveau de l'ensemble du système d'exploitation. Que chaque nouvel utilisateur puisse l'avoir par défaut. Je sais pas comment fonctionnent les autres bureaux, mais par exemple sur KDE, il y a K Settings, il me semble, et là-dessus on peut directement sélectionner les thèmes installés sur l'ordinateur. Ce n'est pas lié au dossier de l'utilisateur précisément. D'accord, non mais c'était plutôt dans l'idée, par exemple pour la prochaine, la Magia 9, si je veux vous proposer l'un de mes thèmes sur Cinnamon par exemple, est-ce que je peux? Bien sûr, ce qui se passe, c'est que avant, quand on fait dans le cycle de la distribution, il y a des appels à contribution graphique, par exemple. Et c'est à ce moment-là, oui, tout à fait, que les thèmes sont proposés et puis étudiés. Et il y a le thème principal qui, lui, est accepté. Et il y a les thèmes... Alors, ça c'est pour les fonds d'écran, par exemple. Et les autres sont dans une bonne majorité des thèmes proposés sont disponibles. Donc ça, c'est pour les papiers peints. Et concernant les thèmes, il y a tout à fait, il suffit juste soit de contacter la liste de diffusion de développement, soit de contacter le mainteneur en direct. Et il y a aucun souci. Si on est ouvert à toutes les formes de contribution. Et en parlant de ça, on a justement sorti un article de blog aujourd'hui pour un appel à la contribution. Donc là, c'est pas pour les thèmes, mais c'est pour tout ce qui est packaging pour ce thème, pour cet article de blog. Pour justement faire un appel à la contribution et expliquer comment faire si quelqu'un veut aider. Par exemple, quelqu'un qui utilise, je sais pas, on va prendre Cinnamon par exemple, utilise Cinnamon et voit quelques petits soucis au niveau de l'intégration, veut donner un petit coup de main, et là, il y a aucun souci non plus pour accueillir les gens. D'accord. Donc là c'est ça cet appel. Donc faudra que tu m'envoies le lien, je le mettrai dans ma vidéo. Si on a des volontaires, ça pourrait être très cool. Voilà. D'ailleurs, en parlant de volontaires, si le thème bureau que vous utilisez est nul ou ne fait pas partie s'il n'y a pas de thème par défaut de Magia dessus, c'est qu'il n'y a encore personne qui s'est proposé de le faire. D'accord, donc ça c'est une bonne réponse à ceux qui jugent, quoi. Construisez avec nous au lieu de critiquer. C'est ça que j'entends. Et donc c'est pour ça, voilà, Magia, voilà, c'est les utilisateurs qui la construisent, avec les développeurs, c'est pas, c'est co-construit, ça reste quand même. Et bon, là, ce que tu évoquais, Néocloche, moi je pense qu'il faut aussi évoquer le fait que la contribution, elle intervient à plus d'un titre, à plusieurs niveaux. On peut être débutant et on peut faire de la documentation, que ce soit sur MLO ou sur le wiki de Magia, en rédigeant des articles. C'est pas toujours très simple, mais vous trouverez
en passant par le forum MLO, des gens qui travaillent sur le wiki. Ce qui est bien sur MLO, c'est que vous avez effectivement des gens qui sont du projet Mageia, donc vous avez pas Potter, vous avez Semo FFP, etc. Donc vous trouverez toujours des relais pour vous aider pour aller vers le projet Mageia. Notamment, alors je parlais de la documentation, mais enfin, il y a aussi, même si on veut pas s'inscrire sur les diffusions, on peut commencer quand il y a la Coldron qui est développée, la version de développement, il y a des versions ISO, on peut la tester. On peut remonter les bugs. Ça, c'est très important de remonter les bugs. Ensuite, si on veut aller un petit peu plus loin, eh bien là, on peut faire partie d'une team de Mageia. Vous allez sur le wiki de Mageia, vous allez trouver de la documentation. Il y a une team qui s'occupe de la qualité, donc la QA qui fait un travail formidable pour tester la distribution et les paquets avant l'édition de ces paquets, la publication de ces paquets. Donc alors là, on commence à rentrer dans une logique où il faut parler une langue étrangère parce que toutes les listes de diffusion sont en anglais, puisque dans la mesure où les gens sont d'origine diverses et variées. Donc on peut faire de la qualité, on peut faire du test, on peut avoir un rôle, une contribution. On peut participer au triage des bugs. On a Route 85 qui fait un travail de dingue sur le suivi des bugs. On peut faire quand vous commencez à être un peu vieux comme moi, vous en avez un peu marre de faire du dev ou n'importe quoi, vous pouvez animer sur le forum de MLO, ou animer en anglais sur le forum de Mageia, ou écrire des articles de blog. Voilà. Enfin, vous pouvez participer au maintien de l'infrastructure Mageia aussi, puisque si vous avez des compétences d'administrateur, vous voulez pas faire du packaging, on a une infrastructure à administrer, vous pouvez packager. Après, ça nécessite quand même de rentrer dans un cadre de travail et des outils et d'avoir un tutorat. Ça se fait pas comme ça du jour au lendemain, mais si vous avez envie, si vous êtes intéressé, vous allez trouver des relais. Donc, le projet, il a cette particularité d'être très ouvert par rapport à d'autres projets. Par exemple, vous allez chez Debian, avant de pouvoir faire des choses, il va falloir montrer patte blanche. Sur Mageia, il me semble, je sais pas ce que tu en penses, Neoclust, que c'est ce qu'on nous dit. Enfin, moi, c'est le ressenti que j'ai entendu dire, que oui, globalement, on peut quand même plus facilement rentrer si on veut participer à un projet et le développer. Mais bien sûr, par contre, l'esprit, c'est d'être bienveillant avec tout le monde et d'essayer de vouloir construire quelque chose. Ok, ça c'est de la réponse en tout cas. Je continue. Du coup, j'ai une autre question qui est un flou pour moi. J'ai l'impression que Mageia n'a pas de sortie périodique. C'est-à-dire que Ubuntu, on sait qu'on a la version avril et la version octobre, donc c'est ça tous les ans. Et il y a une LTS tous les 2 ans. Souvent Mageia, on sait pas vraiment. On a l'impression que c'est à peu près tous les 18 mois. Mais ça a l'air un peu flou. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus ? Dans le principe, c'est pas faux. C'est pas faux, c'est qu'on n'a pas jusqu'à présent eu des sorties stables niveau date. Effectivement, ça n'a pas été tous les 9, 18 mois, etc. Donc c'est pour ça que là, on va commencer dans peu de temps à mettre en place on va discuter pour les dates de sortie de la prochaine, pour voir ce que ça va donner. Mais c'est vrai qu'il faudrait qu'on se stabilise niveau date de sortie. Ok. Il faut dire que c'est assez délicat. Si on sort trop régulièrement, les gens vont se plaindre qu'il y ait trop de sorties, que ça casse leurs outils, que LibreOffice n'ouvre, enfin, je parle pour Microsoft Office, on va dire, ça n'ouvre pas les anciens, ou quand c'est créé avec un nouveau, l'ancien ne réussit pas à l'ouvrir. Donc quand on fait trop souvent, il y a ce problème. Si on le fait trop tard, trop dans le temps, ça fait le même problème. Oui, j'ai un fichier d'un autre, je peux pas l'ouvrir avec mon Mageia. Donc il faut avoir un entre-deux, et ça, finalement, c'est pas vraiment Mageia qui dicte quand il y a une nouvelle sortie de LibreOffice ou autre. On est tributaire des autres projets majeurs qui font l'écosystème de Mageia, et on s'en sort assez bien, mais est-ce que c'est vraiment un problème qu'on ne sache pas exactement quand sort la prochaine version ? Alors, disons que ça sort quand c'est prêt. On va dire ça. Alors, concernant certains, juste pour compléter, là, pour LibreOffice, par exemple, donc on a sorti la Mageia 8 avec LibreOffice 7.
Et on a vu, entre autres, avec Thierry, qui est le mainteneur de LibreOffice, et on va mettre à jour en LibreOffice petit à petit dans le cycle de vie de Magia 8. Donc dès que LibreOffice 7.2 sortira, on le basculera aussi en stable chez nous. Concernant le temps de développement, on va dire que c'est un petit peu aussi le serpent qui se mord la queue, parce que plus on aura de contributeurs, et plus on se fixe des roadmaps, on se fixe des objectifs. Effectivement, plus on sera nombreux, plus on pourra effectuer nos objectifs rapidement aussi. Par exemple, si on a des mises à jour, enfin des améliorations à faire dans l'URPMI, et ben plus il y aura de monde à travailler dessus, plus ça sera effectué rapidement. Donc c'est à double effet ce souci de sortie. On sort quand c'est prêt, mais on sort aussi quand c'est prêt parce que on aimerait bien avoir un petit peu plus de contributeurs. Ok. Moi, j'ai juste une question pour toi, Néoclos. Enfin, moi, c'est le sentiment en voyant un petit peu ce qui s'est passé ces dernières années. Hein. Il y a eu sur Magia, pour moi aussi, un phénomène, c'est que Magia, quand elle a été créée, elle s'est quand même appuyée sur des ex-développeurs de la société Mandriva. Pour beaucoup, hein, il y avait des contributeurs comme Néoclos, etc. Mais donc des gens dont c'était le métier. Hein. Faut pas se leurrer. Hein, donc des gens qui ne faisaient que ça, qui travaillaient pour la distribution à 100%. Et donc le projet, il a vécu et petit à petit, le temps a passé puisque ça, je sais pas, ça va peut-être bientôt faire 10 ans hein, quand même puisqu'on est rendu à Magia 8. Et donc il a fallu renouveler. Enfin, là, moi j'ai l'impression qu'il y a eu un renouvellement relativement important de nouveaux arrivants et donc de nouvelles personnes qui sont intervenues. Et donc le projet, il a appris et surtout il s'est un petit peu, il s'est renouvelé avec un noyau de contributeurs qui est davantage bénévole, enfin qui était peut-être moins pointu, qui a appris et voilà, il y a une courbe d'apprentissage. Enfin, pour moi, il y a une courbe d'apprentissage avec un renouvellement qui peut expliquer aussi ce qu'on vient de vivre. Parce qu'il y a eu des années difficiles, il faut pas se mentir. Enfin, je pense qu'il faut voilà. Surtout il y a 2-3 ans, enfin là il y a eu un bureau qui a été renouvelé, le projet il perdure, moi je pense qu'il est dans une bonne voie, il y a une bonne dynamique là, qui s'est réinstallée depuis 2 ans là. Justement, mais il y a eu une période difficile. Hein. Voilà. Justement, c'est nouveau président, nouveau staff. Est-ce que finalement il y a une nouvelle philosophie aussi vers quoi va s'orienter Magia? Alors la philosophie reste la même dans son essence, hein. On change pas la philosophie même du projet. Par contre, effectivement, on a changé donc le bureau, donc ça c'était normal parce que il était là déjà depuis pas mal de temps, donc les gens s'essoufflent un petit peu, il y a la vie professionnelle qui change, etc. Donc ça c'est normal. D'ailleurs, on peut remercier Anne pour tout ce qu'elle a fait sur le projet depuis le début, parce qu'elle est là depuis le début. Anne. Et elle a fait énormément pour Magia parce que c'est elle qui construisait les ISO avant, etc. Donc elle a donné beaucoup de son temps. Et donc on a changé le bureau, on a changé toutes les instances, on a changé le board avec des personnes qui restent, des nouvelles qui viennent d'arriver. Donc ça donne du sang neuf, comme on dit, comme on peut dire, pour justement porter le projet à bout de bras comme ça et à donner de la dynamique. Et du coup, cette dynamique, c'est quoi vos premières idées où vous allez mener l'énergie? Je pense peut-être aux outils Drag Tools ou aux Mana Tools, par exemple. Alors, la première dynamique qu'on met en place, c'est pour communiquer. Donc là, on est en train de créer des petits articles de blog pour expliquer qui est Magia, ce dont on a besoin. Donc là, comme je disais tout à l'heure, on a fait un premier article de blog sur les personnes qui veulent devenir packagers. On en fera d'autres aussi sur la QA. Comme a dit vous tout à l'heure, il y a la QA qui est hyper importante chez Magia, qui est hyper active aussi, parce qu'on l'aménage pas, la QA, chez nous. Il y aura aussi un article de blog sur les développeurs, parce qu'effectivement,
on a des nouvelles personnes qui sont intéressées pour contribuer à la FPMI, qui, ça c'est mon avis personnel, c'est une colonne vertébrale de Magia. C'est une spécificité de Magia, la FPMI, qui fonctionne très bien, qui est un peu vieillissant, mais qui fonctionne très bien. Donc, on a des personnes qui sont dispo pour aider à libérer un petit peu de la fraîcheur avec le support de fonction de RPS, etc. Bon, ils sont en train de regarder ça, donc on va faire un article de blog pour spécialement sur nos outils, les RPMI, les drag tools qui fonctionnent, mais qui ont besoin aussi de se faire la peau neuve. On a des outils qui fonctionnent super bien, on a le disque Drake qui fonctionne super. Enfin voilà, on a plein de choses, mais on a besoin de les améliorer. Et ça, pour ça, il nous faut des développeurs. Comme disiez-vous, on avait effectivement avant, on s'est appuyé au début sur des anciens de chez Mandriva qui connaissaient très très bien le boulot parce que ils bossaient dessus à temps plein avant. Bon, la vie a fait que le personnel, pareil comme je disais tout à l'heure, professionnel, certains sont partis, d'autres sont toujours un petit peu dans le coin. Il y a Olivier Blin qui est toujours dans le coin, il y a Pascal Tergent qui est toujours actif avec nous. Enfin voilà, on en a toujours qui sont un petit peu dans le coin, d'autres qui sont toujours super là. Donc le but c'est de s'appuyer aussi sur eux pour transmettre leurs connaissances aussi aux futurs qui vont arriver pour continuer nos outils. Ok, après, donc si je résume en 2 mots, du coup là... Il y a d'autres choses à ajouter. Oh là là, vas-y. Il y a déjà les prochaines étapes, c'est la feuille de route pour Magia 9. Il faut que les gens viennent pour dire ce qu'ils souhaiteraient pour Magia 9, parce que là aussi c'est important de savoir ce que les gens veulent. Et aussi en interne, je pense qu'on souhaite améliorer encore, même s'il est déjà pas mal, le support ARM qui a un bel avenir devant lui. Enfin, je pense aussi il faut aussi se donner un peu le temps de la discussion, de la réflexion, puisque la Magia 8 est quand même très récente, donc je crois que l'effort a été donné pour la sortir, donc il y a eu beaucoup de travail. Et effectivement, là, il faut se poser des questions maintenant, parce que on en parle souvent entre nous à travers IRC. On sait qu'on n'est pas tous. Il y a des débats, il y a des discussions, on n'est pas tous alignés, je pense. Il y a des choses à discuter, je pense, sur la vision cible là, je te rejoins. C'est la feuille de route, c'est bâtir une feuille de route. Je dis peut-être pour Magia 9, mais aussi peut-être pour Magia 10 et Magia 11, peut-être pas de manière précise, mais de commencer à se donner de grandes orientations et donner un cap. Effectivement. Bon, ok. Donc, si on a des nouvelles idées, du coup, pour Magia, on peut communiquer directement avec vous. Tout à fait. En plus, on fera des réunions justement sur IRC pour parler de ça. Il y a les diffusions, il y a les mails directs, il y a les forums. Sachant que sur le forum d'MLO, si les personnes mettent des suggestions, elles seront lues et puis on les utilisera pendant les réunions. Donc il y a plein de canaux pour transmettre les suggestions. Et comme disait vous, effectivement, il y a différentes feuilles de route. Il y a la feuille de route qu'on va faire pour Magia 9, mais on peut tout à fait réfléchir à des feuilles de route un peu plus longues, des choses qu'on sait qu'on ne pourra pas faire tout de suite, mais c'est des objectifs qu'on se donne. Ok. Il y a une vision à bâtir. Et puis il y a peut-être un peu de travail aussi côté association. Donc il y a des nouvelles têtes là, donc là ils vont travailler à reprendre ce qui avait été fait, et je pense qu'il faut qu'on discute et qu'on réfléchisse peut-être aussi comme sur l'avenir de l'association, voir s'il y a des choses à adapter, s'il y a des choses à changer ou à maintenir, parce que voilà, il faut se poser des questions. Ok. C'est toujours le bon moment en début de cycle de se poser ces questions-là. C'est le meilleur moment pour tout ça.
Et du coup, je vous ai pas encore posé la question, mais finalement, chez Magia, il y a combien de développeurs? Alors, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Là, comme ça, je saurais pas trop dire. Parce qu'il y a il y a ceux qui sont actifs tous les jours, il y a ceux qui sont là de temps en temps, il y a ceux qui qui reviennent. Donc c'est vrai que c'est Alors, au niveau de la société, on a eu un creux il y a quelques temps, mais depuis une bonne année, niveau packaging, on retrouve des gens intéressés, des gens qui reviennent. Donc de ce côté-là, c'est pas mal. C'est plutôt encourageant d'ailleurs. Après, c'est toujours le côté développeur Perl qui manque un petit peu, quoi. Ok. Question, je pense si je peux me permettre, c'était combien de développeurs ou combien de contributeurs? C'est très différent. Alors c'est les deux, mon capitaine. Donc c'est en premier lieu, c'est les développeurs, vraiment purs pour Magia et potentiellement financés par Magia, et le nombre de bénévoles. Alors, Magia ne finance personne, rien du tout. C'est un point, c'est ce qui permet aussi d'avoir une pérennité sur l'association. On est sûr qu'il n'y aura jamais de problème de finance. Ensuite, au niveau des développeurs, je ne sais pas combien nous sommes, il doit y en avoir une bonne vingtaine, et des contributeurs, ça se compte en centaines. Peut-être 100 à 200 contributeurs, je l'estime comme ça, mais je pourrais pas dire. Il faut pas oublier que tous ceux qui viennent aider les utilisateurs sur MLO sont aussi des contributeurs, car ils viennent vraiment donner un support à Magia. Le support, il est communautaire, donc ils sont contributeurs. Il y a les contributeurs qui viennent faire des paquets. Là, ça peut plus facilement se compter avec des commandes sur les machines du build system, mais je pense qu'on doit être une bonne soixantaine, voire 70 peut-être, et pour toutes les autres équipes, qui soient de la traduction, je n'en ai aucune idée, mais Magia est traduit dans pas mal de langues. Il y a les articles de blog qui sont aussi traduits, et tout ça, ce sont des contributeurs, c'est-à-dire d'une pierre, ils font une seule, et leur nom reste inconnu, mais ils sont présents. Ouais, et puis il n'y a pas de petites et de grandes contributions, il y a des contributions. Qu'on soit technicien, qu'on soit animateur, donc tout le monde est bienvenu. Je suis d'accord avec toi sur le nombre de, c'est ça, hein, pour moi c'est une vingtaine, hein, et c'est des centaines de contributions. L'association Magia, on l'a vu la dernière fois, on est 64. Alors 64, ce sont des gens qui ont été reconnus, soit fondateurs, soit qui sont vraiment des gens qui participent de manière active à la distribution, qui ont été reconnus comme tels. On n'a pas trop évoqué, mais Magia aussi, juste pour revenir sur ce que je rebobine, mais Magia aussi pas mal utilisé dans le domaine scientifique, et on a eu un article, un Neoclust récemment, Magia utilisé au niveau du CERN, hein, ouais, c'est ça? c'était un autre contributeur, Joseph Wang, qui avait partagé la chose là. Effectivement, il y avait un article à ce niveau-là, et on était cité dedans, comme utilisé. Voilà, parce que Magia fait une base, Joseph Wang, qui est scientifique, utilise Magia et package des logiciels scientifiques sur Magia qui utilisent côté CERN, ça leur donne une souplesse. Donc c'est un exemple de montrer aussi que Magia derrière peut offrir une base, pas simplement à des utilisateurs comme nous, mais aussi à des entreprises qui auraient besoin peut-être d'ajouter des logiciels, et pourquoi pas les ajouter à notre distrib. Enfin, ça peut l'améliorer, hein. Je sais pas ce que t'en penses. On l'a pas trop évoqué ce point-là, mais justement pour rebondir sur tout ce que tu as dit là, je voulais juste confirmer, effectivement, il n'y a pas de petite contribution. Toute contribution est hyper importante. Il n'y a pas d'ordre de contribution. C'est hyper important ce point-là. Et la deuxième, c'est effectivement au niveau entreprise. Si des entreprises, parce que nous, on n'a pas d'entreprise au-dessus, comme on disait tout à l'heure, que ce soit Canonical ou Red Hat. Mais si des entreprises veulent utiliser Magia et pour lesquelles il manque des outils, etc., on est tout à fait ouvert à les avoir en contribution. Sachant que la base, c'est que on reste maître du projet. C'est la règle 1, ça. J'ai une autre question, du coup. Si vous ne payez pas de développeurs,
Ça sert à quoi finalement de faire un don à l'association Magia ou à MLO? Alors pour Magia, c'est assez simple dans le sens qu'on a du matériel et par exemple là, nos serveurs, on va devoir les changer là. Parce que ça fait au moins 4-5 ans qu'on les utilise. Et donc l'argent de l'association va permettre d'acheter le matériel. D'accord. On a du vrai matériel hébergé donc un peu partout. Il y en a à Marseille par exemple. Et ce matériel commence à montrer des signes de fatigue. Donc on va devoir changer. Ça coûte assez cher parce qu'il y a pas qu'un seul serveur, on en a plusieurs là-bas. Bah oui, puis je suppose que c'est la même chose. D'accord. Et je suppose que c'est la même chose pour MLO. Ben, MLO n'a pas de don. Ah bah comme ça. Depuis le début. Et par contre, alors, juste pour la petite histoire, je fais de la publicité pour N-France. N-France qui est notre hébergeur, qui nous héberge gratuitement. Et notre don, X-Commodore et administrateur du serveur travaille chez eux, donc voilà, ça nous rend service, donc je fais de la publicité. On a des petits coûts, mais c'est juste pour le maintien sur le nom de domaine, mais ça va pas bien loin. Donc aujourd'hui, on verra plus tard si demain on a besoin de dons, mais pour l'instant on n'a pas ouvert, on n'a pas demandé parce qu'on n'en avait pas besoin. Donc on n'est pas là pour s'enrichir, on est là pour travailler sur le projet et se faire plaisir aussi, parce que voilà, c'est aussi un plaisir à titre personnel pour moi de contribuer au projet Magia de cette manière-là. Et voilà. Et je pense, je sais pas, on a des frais, comme disait Neoclust, ce que ce serait bien, c'est quand même à un moment donné, on espère que le confinement va se terminer, mais qu'on ait aussi possibilité de se retrouver à un moment ou à un autre, parce que c'est vrai que c'est compliqué. Et bon, on n'aura pas tout le monde, mais peut-être que s'il y a des frais de déplacement, par exemple, sur des solutions pour aller à des salons, des choses comme ça, aider un petit peu les gens qui se déplacent, et pour que Magia soit représentée. Enfin, donc il y aura peut-être des frais connexes à prévoir au niveau de l'association. Mais il y a déjà eu des goodies qui ont été payés, je suppose. Je ne sais pas, c'était à une époque où je ne participais pas encore. Mais ceux-là ont été permis avec les dons. Pour Magia, je parle pas pour MLO. Alors, dans les solutions, ouais. Ouais, je voulais juste ajouter du coup, effectivement, nous aussi, on a nos serveurs hébergés pour une partie à Marseille, offert par Yellow, une boîte de Marseille. Et donc là-bas, quand je parle du remplacement du matériel, il y a les serveurs, mais l'hébergement est fourni en fait. Ok, parfait. Mais du coup, ça fait un peu plus d'une heure que nous discutons ensemble. On va conclure. Si vous deviez conclure en 3-4 mots. Quand on va supprimer tous les blancs au post-montage, il restera plus que 20 minutes. Ça, c'est de la conclusion, Gibbs. Il n'y avait pas tant de blancs que ça. Non, moi, je rajouterais juste que là, Magia est sur une bonne dynamique. Donc, il nous reste juste à convertir cette dynamique et à améliorer entre autres la communication autour du projet, etc. Et ça peut être une bonne année et des bonnes années pour le projet. Pour conclure, Vincef, tu es déjà contributeur sans le savoir. Quand est-ce que tu officialises ton rôle? Mon rôle de contributeur. Je suis contributeur, mais est-ce que... hop là, on a une question en bas. Je suis contributeur de Magia parce que pour moi, Magia, depuis Magia 7, c'est un coup de cœur. Donc, en effet... je fais des vidéos pour promouvoir votre travail, mais je m'estime pas notre travail, tu en fais partie. Merci Gibbs, c'est cool. Non, mais je suis d'accord avec ce qu'il dit Gibbs. En principe, c'est ça. Quand on dit qu'il n'y a pas de petite contribution, rien que des vidéos, etc., c'est hyper important. Captain Bios, t'avais quelque chose à ajouter? On a une question de Harpil après. Je pense qu'on a dit beaucoup de choses, donc ce que j'aimerais moi en tout cas, c'est que
on est un peu plus qu'on est des nouveaux arrivants, des jeunes qui ont envie de contribuer, et qu'on soit là pour les aider à s'épanouir au sein du projet Mageia ou de MLO, enfin voilà. Donc tout en préservant à la fois, je pense que c'est important, l'a pas évoqué, donc on contribue. Il faut trouver notre niveau de contribution à chacun. On a tous une activité professionnelle ou personnelle qui peut être plus ou moins importante. Donc l'objectif, c'est que quand les gens contribuent, ils en retirent du plaisir. Il faut pas non plus que ça soit une corvée. Hein. Ça, c'est important de retrouver son équilibre et de trouver le juste milieu. Chacun n'est pas tous égaux pour pouvoir effectivement contribuer pour s'éclater quelque part, c'est avoir du plaisir et améliorer la distribution et maintenir ce projet qui est un beau projet. Merci beaucoup, vous. Arpil, t'avais une question avant qu'on arrête? Ouais, j'avais une question. C'est pour Mageia en l'occurrence. Je me posais la question la dernière fois, je me suis renseigné il y a 2-3 jours sur Mageia et je me suis rendu compte que en fait, pour installer Discord, il y avait un Flatpak. Donc, par exemple, je me posais la question, est-ce qu'il fallait forcément passer par le Flatpak ou est-ce qu'il existait des versions RPM? C'est ce qu'on pourrait reprocher souvent à Mageia, c'est le manque de paquets. Je pense que est-ce qu'il y a envie de rajouter des paquets à l'avenir, etc. Par exemple, je sais que chez OpenSUSE, je prends l'exemple pour OpenSUSE parce que c'est la distribution que j'utilise au quotidien, mais OpenSUSE, eux, ils sont obligés de faire Discord pour leur plateforme, pour leur distribution, tout simplement. C'est eux qui sont obligés de faire le paquet, d'empaqueter le paquet. Est-ce qu'il y a des projets d'ajouter des paquets comme Discord, etc. à la distribution? Alors, c'était pas prévu pour l'instant, mais ça peut travailler. Il y a rien de figé là-dessus, au contraire. Ça dépend de la technologie. Si la plateforme est basée sur Electron, il ne sera pas possible de l'ajouter à Mageia. Ok. Ouais, donc Discord, c'est sur Electron, donc ce sera pas ajouté. Je sais pas, faut regarder pourquoi c'est pas possible du coup. Je ne connais pas les détails de notre build system et je ne pourrais pas répondre pourquoi les paquets Electron ne sont pas possibles sur Mageia. Bon, je regarderai dans ce cas-là. Ok. C'était tout, Arpil? Ouais, globalement, ouais, c'était tout. Après, je me doute bien, en fait, ça pourrait déranger certains de passer par un Flatpak. Mais après, il y a quand même Flatpak qui vient compléter la distribution. Exactement, moi j'utilise Flatpak sous Mageia. Ça me dérange pas du tout. J'aimerais rajouter... Certains sont un peu dérangés. Moi, ça me dérange pas spécialement, mais les gens sont souvent dérangés par Flatpak ou Snap, etc. Ok, en tout cas, merci de ta question, Arpil. De rien. J'aimerais rajouter, j'ai vu une vidéo il y a quelques jours qui demandait mais pourquoi on gardait des outils en doublon avec le DRAC et les outils déjà prévus par les bureaux comme l'installation d'imprimantes qui est possible dans le DRAC et si possible dans GNOME. Ces personnes ont oublié qu'il y avait plusieurs bureaux et qu'il y a des bureaux qui sont dépourvus d'outils pour installer des imprimantes, par exemple, parmi tant d'autres. Et voilà, ce n'est pas un doublon, mais ça vient permettre d'utiliser Mageia, qu'importe le bureau. Quand on a un paquet à demander, on peut venir sur le forum MLO, mais un principe, c'est généralement on peut exprimer un souhait de packaging d'un logiciel à travers le Bugzilla de Mageia. Donc on peut faire une demande à travers l'outil pour info. Après on verra si on pourra trouver contributeur pour faire le package. D'accord. Bon, en tout cas, on va s'arrêter là. En tout cas, tous les trois, vous êtes les bienvenus si vous souhaitez revenir sur la chaîne, nous informer de nouvelles ou juste pour échanger avec la communauté. Ça serait super cool. Je vous remercie d'avoir répondu présent pour l'invitation. Et voilà quoi. Longue vie à Mageia. Ouais, puis merci à toi pour nous avoir invités et pour avoir eu cette idée. C'est ça, et on est dispo dès que s'il y a besoin de reparler du projet, on est là, il n'y a pas de souci. Bon je pense que ça va intéresser plus d'un. Et puis
puis merci de développer le gaming sur Linux, parce que je pense que c'est quelque chose à développer et qui a bien évolué ces dernières années, donc il faut poursuivre. Et tes expériences sont intéressantes. Ça. Merci beaucoup, Wouf. Bah, du coup, c'est une énorme transition parce que si vous êtes intéressé pour le gaming, vous pouvez aussi nous rejoindre sur le Discord qui va vous permettre de partager des petites sessions de jeu ensemble entre Linuxiens. Merci beaucoup, Wouf. Superbe transition.